Donc, comme je vous l'avais dit, on commence par votre nom, votre prénom. Oui, j'y vais. Allez-y. Bon, je m'appelle Léon Ziguel. Je suis né le 1er mai 1927 à Paris 11e. Vous êtes né à Paris. Vos parents sont arrivés en France longtemps auparavant. Oui, mon père est arrivé donc en France en 1920. Ma mère l'a suivi donc un an après, c'était sa fiancée. Ils se sont mariés à Nancy et donc ils ont fondé une famille, 6 enfants, une fille et 5 garçons. Et auparavant, ils étaient Ils arrivaient de Pologne, ma mère était de Varsovie et mon père d'une petite bourgade dans la banlieue de Varsovie. Puis, d'après ce que me disait mon père, bien sûr, les pogroms qu'ils avaient à subir en Pologne. Et puis aussi, je crois, la demande du gouvernement français qui avait besoin de main-d'œuvre étrangère, puisque au sortir de la guerre, je crois qu'il y a eu beaucoup de victimes, je crois 1 500 000, plus les handicapés. Donc il a fallu faire revenir de la main-d'œuvre étrangère. Et vos parents faisaient quoi? Quel métier Ma exerçaient-ils? maman, donc, elle n'avait pas de profession. Mon père faisait 1000 petits travaux. Il n'avait pas de formation professionnelle. Alors il a fait tout ce qu'on lui proposait à l'époque, bien entendu. Vous habitiez à quel endroit? Lors de l'arrestation, nous habitions donc sur le boulevard de Ménilmontant, limite 20e arrondissement et 11e arrondissement. Et vous avez vos premières années, vos années d'école, vos années d'enfance, vous avez passé à quel endroit? Toujours entre le 11e et le 20e arrondissement. Là, je suis né, moi, au 152 rue du Chemin Vert. Et puis ensuite, on a vécu quelques années dans ce logement. Et ensuite, nous sommes passés dans le 20e. Ça a été l'impasse Saumon, c'est-à-dire tout ce quartier Ménilmontant. Et ensuite, en 39, donc, nous avons déménagé boulevard de Ménilmontant. Vous étiez l'aîné de votre Non, famille? j'étais le quatrième. Hélène, au moment de l'arrestation, si vous voulez, Hélène avait 20 ans. Marcel avait 17 ans et demi. Maurice, 16 ans et demi. Et moi, 15. Donc, Et alors, vous étiez à l'école, vous étiez à l'école communale? oui, j'étais à l'école communale, mais comme mon père a été arrêté en août 41 lors de la rafle du 11e arrondissement, où 4500 hommes ont été arrêtés suite à une manifestation, je crois, sur la place de la mairie du 11e, il a fallu, au bout d'un certain nombre de mois, aller travailler parce qu'il fallait nourrir quand même les petits, hein, les 2 petits frères. Donc vous avez abandonné l'école à ce moment-là? J'ai abandonné l'école, oui. Oui. Et auparavant, comment ça se passait dans votre école, avec vos camarades, avec vos instituteurs, dans le quartier où vous habitiez? Oui, sans trop de problèmes, hein. Disons, bien sûr, il y avait déjà un petit peu d'antisémitisme, hein. C'était latent dans les arrondissements, mais enfin, ça se passait bien. Une grande camaraderie, et puis nous étions quand même pratiquement une famille importante, 2 garçons. Donc, c'est-à-dire qu'on était quand même un petit peu respectés, si vous voulez. Vous souteniez les uns les autres? Bien sûr, absolument. Absolument. Mais avec les maîtres, comme on disait à l'époque, tout se passait très très bien, parce que je crois que c'était des républicains convaincus. L'enseignement qu'on recevait, en particulier, je parle de l'école de la rue Tlemcen à Paris, c'était vraiment un enseignement républicain et même très fortement républicain. Je ne vais pas dire davantage, mais enfin bon. Et je veux dire, vos parents vous en avez une instruction religieuse? Vos parents étaient religieux d'abord? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, je vois encore mon père dans les premières années qui le samedi faisait un peu de prière, mais ça a été très vite abandonné. Ma mère, vraiment, aucun n'était pratiquant. Et nous, on nous a jamais demandé d'aller à la synagogue. Jusqu'à mon arrestation, j'ai jamais été dans une synagogue. Mais vous suiviez les rites C'était une culture yiddish, si vous voulez. C'est encore plus populaire que juif. C'était une culture yiddish, une culture très riche et tellement remplie d'humour que c'était vraiment agréable. Bien sûr, et puis en même temps, on respectait certaines fêtes parce que c'était l'occasion de nous retrouver en famille, avec des amis même. Hein, c'était Pâques ou bien Noël, c'était Noël. Hein, le Nouvel An, c'était le Nouvel. Les deux, on fêtait les deux, bien entendu. Mais ça s'arrêtait là.
La seule chose qui me reste, c'est lorsque c'était l'anniversaire du décès des grands-parents, qui me revient en tête d'un certain rite, si vous voulez. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'est vraiment religieux. Hein. Et vous aviez d'autres familles, des frères et des sœurs de vos parents qui étaient venus en Oui, France aussi? il y avait le père, donc le frère de mon père, qui était là avec aussi une famille nombreuse, je crois qu'ils étaient également 6. Eux habitaient au 140 rue de Ménilmontant. Et puis il y avait des amis, des tantes éloignées, un certain nombre donc de parents, mais assez éloignés. Et vos parents avaient des activités politiques, Pas du tout. syndicales? Pas du tout. Mais mon père a toujours été, il n'a jamais été un petit artisan seul. Donc il a toujours travaillé entouré avec beaucoup d'autres ouvriers. Et donc il avait c'était instinctif. On pourrait presque parler, sans qu'il soit un militant politique, il y avait cet instinct de classe. Et puis les quartiers où nous vivions aussi, des quartiers éminemment ouvriers. Et quant à l'école, par exemple, on nous parlait des communards. Pour nous, les gosses du XXe, c'était les communistes. C'était comme ça. On faisait le rapprochement. C'était vraiment, il y avait cet instinct de classe qui jouait. Et il y avait de bonnes relations avec les familles non juives qui étaient autour de vous? Oui, absolument, absolument. Vous savez, à l'époque, avant qu'on déménage, on était donc 8 personnes dans 2 pièces, une cuisine avec les water dans la cour, et nous vivions plus souvent dans la rue qu'à la maison, il n'y avait pas de place. Et donc c'était une bonne bande, on s'amusait, on se racontait des histoires, c'était vraiment très fraternel. Et quand est-ce que vous avez senti les premiers signes d'antisémitisme? Quand est-ce que c'est arrivé pour vous, concrètement? Bah, c'est-à-dire que on l'a senti davantage, bien que c'était latent en permanence, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de publications, comme Gringoire, Je suis partout, etc., où il y avait de violentes campagnes antisémites, malgré tout. Mais enfin, bon, on s'expliquait plus ou moins dans les écoles, c'était pas trop violent, c'était pas très violent. Mais c'est à partir donc, au moment où les choses se sont, comment dirais-je, ont changé par rapport sur le plan politique, où là, on a senti vraiment à nouveau de violentes campagnes qui se sont aggravées antisémites, donc à la veille de la guerre. À la veille de la guerre, oui. Et ça prenait quelle forme pour vous? Comment vous le ressentiez? Plutôt des insultes, hein, des insultes. Mais moi, ça me préoccupait pas trop, vous voyez, parce qu'on était quand même, on savait se défendre, mais c'était plus des insultes sur le coup de la colère, lors de disputes. Autrement, donc, j'ai pas mémoire d'avoir eu à souffrir de ce genre de choses. Donc pour vous, c'est quand la guerre a été déclarée que vraiment les choses les plus sérieuses ont commencé. Ça s'est aggravé, oui, oui. Absolument. Et par exemple, vous avez porté l'étoile jaune? Oui, j'ai porté l'étoile jaune. Donc l'étoile jaune a été décidée, enfin, fin mai 42 et on l'a portée, je crois, début juin 42. Donc jusqu'à mon arrestation, j'ai porté l'étoile jaune. Et comment après la guerre, quand le régime de Vichy s'est installé, etc., après la déclaration de la guerre, comment ça se passait dans votre vie quotidienne, dans votre quartier, avec les gens qui étaient autour de vous, à l'école? Oui, c'est-à-dire qu'on était quand même, on faisait partie de cette société. On était partie intégrante et par conséquent, il n'y a pas eu de gros changements. Il y a eu quelques familles qui sont devenues plus acerbes par rapport à nous, qui sont devenues beaucoup plus virulentes, mais ça n'a jamais été trop fort. Et je crois que dans les écoles, les maîtres faisaient très attention et n'acceptaient pas ce genre de choses. Donc dès le début, il y a eu des mises en garde et puis des remarques faites par les instituteurs. Dès le début. Et donc, dans votre vie quotidienne, à partir de quel moment est-ce que les choses sont devenues vraiment difficiles à vivre? C'est-à-dire que dès que Pétain a décrété les lois anti-juives, hein, avec toutes les persécutions que ça pouvait porter, comment dirais-je, les professions, défense d'aller à la bibliothèque, défense d'aller à la piscine, pas de cinéma, on ne devait pas avoir de bicyclette. Toutes ces persécutions, on les a ressenties.
Il y a eu des tas de petites choses comme ça qui se sont aggravées au fur et à mesure, jusque la carte d'identité avec le tampon rouge au travers, juif ou juive, et puis le port de l'étoile, et puis l'arrestation de mon père, et les arrestations en permanence, et les rafles en permanence de juifs étrangers, les hommes seulement. Et votre père était de nationalité française Oui, bien sûr. Oui. Je crois qu'on a été, mon père et ma mère, bien sûr, ont demandé la naturalisation. Je crois que c'était en 1927. Donc, à peu près quand vous êtes né, quoi. Voilà, pratiquement. Et les premières mesures vexatoires, etc., vos parents les ont suivies, les ont. C'était difficile de faire autrement. Il y avait des difficultés majeures, en particulier, certain nombre de, comme par exemple les décisions, interdiction d'aller faire des courses. Donc de telle heure à telle heure, on avait juste le droit dans l'après-midi, alors qu'il n'y avait plus rien dans les magasins. Et c'était très difficile puisque nous vivions avec les cartes d'alimentation. Donc il fallait avoir, pour pouvoir se nourrir un peu, il fallait avoir recours au marché noir. Mais le marché noir, ça voulait dire avoir de l'argent. Et votre père continuait à travailler normalement? Il a continué jusqu'à son arrestation, donc en août 1941, le 20 août 1941. On y arrive. Donc le 20 août 1941, votre père a été arrêté dans quelles circonstances? Comment? Mon père a été arrêté à domicile. La police s'est présentée, alors que jusqu'à présent, ils avaient arrêté que des hommes étrangers, juifs étrangers. Et contrairement à ce que j'ai vu écrit, mon père était français, donc il a été arrêté malgré tout. Nous étions les enfants, nous étions en vacances. Mon père travaillait à l'époque chez Renault, aux usines Renault. Nous étions en vacances, colonie de vacances de chez Renault. Et en revenant, on a appris donc l'arrestation de mon père et de mon frère aîné. Mais comme il n'avait pas 18 ans, ils l'ont relâché au bout de 3 mois. Voilà. Mais vos parents, quand il y a eu les premières arrestations, etc., ils n'ont pas essayé de bouger, ils n'ont pas essayé de se cacher, ils n'ont pas essayé de... C'est-à-dire qu'en 1941, ça a été quelque chose impensable. Et puis au fur et à mesure, on s'est bien rendu compte, donc par conséquent, que les choses s'aggravaient, mais on n'arrêtait que des étrangers. Jusqu'au moment où il y a eu la rafle du 16 juillet, donc 1942, où on a arrêté énormément de personnes, plus de 13 500 ou 600, dont 4 000 et quelques enfants. Là, ma mère a dit, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a arrêté que des étrangers, mais fatalement, notre tour viendra, malgré que nous sommes français depuis très longtemps. Il faut tout faire pour ne pas se faire arrêter. Et donc, la décision a été prise en juin ou juillet 1942 d'essayer de passer la ligne de démarcation qui coupait la France en deux. Et donc vous êtes parti avec votre famille? Alors, la décision a été prise, les quatre plus grands, les enfants partiraient, et ma mère nous rejoindrait après avec les 2 plus petits. Donc Hélène, 20 ans, Marcel, 18 ans, Maurice, 16 ans et demi, et moi, 15 ans, nous sommes partis. Donc, vous avez quitté Paris pour la ligne de démarcation. Donc on est parti dans le sud-ouest. Et on devait passer des lignes de démarcation dans la région de Mont-de-Marsan. On a pris le train et nous sommes arrivés donc aux abords de la ligne de démarcation. Malheureusement, le car a été arrêté par la gendarmerie allemande et au contrôle des papiers, on ne pouvait pas se présenter, nous, avec nos cartes d'identité, avec un tampon donc à poser. On avait simplement un extrait de naissance. Et 4 enfants avec des extraits de naissance, ça a paru louche donc au brigadier, la gendarmerie allemande, qui bien sûr nous a interrogés avec la brutalité que vous pouvez imaginer, et il a fallu avouer. Et puis donc on a été conduit en prison à Orthez, et de Orthez dirigé sur le camp de concentration de Mérignac. Mérignac, c'est à quelques kilomètres de Bordeaux, c'est la Gironde. Et le préfet et le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, c'était Papon. Je continue? Oui, bien sûr. Lorsque nous sommes arrivés dans ce camp, ma sœur donc, a été mise du côté des femmes, et nous, les 3 garçons, nous sommes restés ensemble. Et mon frère aîné Marcel et le second Maurice m'ont dit la chose suivante. Toi, tu n'as que 15 ans, nous sommes français depuis très longtemps. Bon, tu seras condamné pour tentative de passage de la ligne de démarcation, et puis ils vont te relâcher. Mais nous, on risque la déportation, donc on va essayer de s'évader.
Ils ont profité que une nuit très noire et il y a une alerte aérienne. Donc, comme nous étions très près d'un camp d'aviation, les lumières se sont éteintes, y compris les miradors, et ils ont tenté l'évasion tous les deux. Mon frère aîné a réussi, et Marcel a réussi, et Maurice est tombé dans les barbelés, il a donné l'éveil. Ils l'ont poursuivi, ils ont tiré sur lui, heureusement sans l'atteindre, et lorsqu'ils l'ont rattrapé, ils l'ont donc interné à l'intérieur du camp, dans la baraque des otages. Vous savez ce que ça signifiait, la baraque des otages. Expliquez, s'il vous plaît. C'était, donc par conséquent, c'était une baraque entourée encore de barbelés, gardée nuit et jour. Ça signifiait que s'il y avait un attentat ou un sabotage dans la région, le commandant militaire nazi pouvait décider de faire fusiller 20, 30, 40, 50 personnes. Et donc il était donc interné dans cette baraque où on pouvait à tout moment venir chercher un certain nombre d'internés pour les fusiller. Et vous êtes resté longtemps à Mérignac? On est resté, donc nous avons été arrêtés fin juillet. Nous sommes arrivés au camp de Mérignac début août et nous sommes restés jusqu'au 26 août 1942. Donc, lorsqu'il y a eu rassemblement le 26 août 1942 sur la place d'appel du camp de Mérignac, ils ont sorti mon frère de la baraque des otages, ils l'ont placé dans un coin de la place. Il était menottes aux mains, et moi qui ne l'avais pas vu depuis plus de 15 jours, j'étais quand même un gamin. Les larmes aux yeux, j'ai demandé aux gardes, c'est des gardes français qui gardaient le camp. Monsieur, c'est mon frère, je veux aller avec lui. Alors ils m'ont attrapé par le col de ma veste, ils m'ont traîné jusqu'à mon frère et ils nous ont menottés tous les deux. Voilà. Souvent, lorsque mon frère s'est évadé et Maurice a été repris, donc à plusieurs reprises, j'ai été interrogé avec violence par la direction du camp. Donc, j'ai protesté en disant que j'avais que 15 ans, que j'étais français, que de toute façon, il fallait qu'ils me relâchent. Et j'ai été chassé à coups de pied et à coups de poing en me disant, de toute façon, tous les juifs seront déportés. Donc, j'ai été déporté sur ordre de Papon, ce qui fait que j'ai été témoin à charge aux assises de Bordeaux contre Papon. Ce que je voudrais signaler quand même pour montrer un petit peu la personnalité de Papon, c'est que ce 26 août 1942, nous étions rassemblés sur la place d'appel et nous sommes partis sur Drancy. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en même temps, en secret, il a fait regrouper il y avait une liste de 81 enfants prêts à être déportés également. Moi, j'étais à l'intérieur du camp, mais les autres enfants étaient confiés à des familles d'accueil autour de Bordeaux parce que les parents avaient été déportés depuis quelques semaines. Donc il a fait regrouper ces enfants. On a même retrouvé des factures de chauffeurs de taxi qu'il a payées pour aller chercher des enfants qui étaient un peu plus loin. Il les a fait rassembler, mais pas à l'intérieur du camp, parce qu'il craignait vraisemblablement une révolte des internés du camp. Et il les a fait déporter, donc, alors qu'on ne lui demandait rien. Voilà. Donc, le 26 août 1942, nous sommes partis donc, en direction de Drancy. Et nous sommes arrivés donc fin août donc à Drancy. Je vous rappelle que mon père était interné depuis août 1941 dans ce camp, puisqu'il a été un des premiers à rentrer dans ce camp. Et imaginez le désespoir d'un père quand on vient lui annoncer, tu sais, il y a 3 de tes enfants qui viennent d'arriver au camp, alors qu'il nous croyait donc tranquillement ou cachés quelque part en sécurité. Pour lui, ça a été vraiment une peine énorme. Vous l'avez retrouvé à Drancy? On l'a retrouvé à Drancy. Nous sommes restés quelques jours à Drancy et ensuite ils ont formé un convoi pour aller donc au camp de Pithiviers dans le Loiret. Mon père a demandé à nous suivre et nous sommes partis donc à Pithiviers. Donc vous avez toujours voulu vous regrouper, rester le plus possible Mon père ensemble. a voulu venir avec nous. Et puis nous sommes donc arrivés à Pithiviers et nous avons été déportés le 21 septembre 1942 de Pithiviers. C'était le convoi numéro 35. 1000 déportés, 29 survivants. C'était ce qu'on a appelé après le voyage dans ces trains de marchandises où nous étions entre 80 et 100, sans eau, sans nourriture, sans air, avec un fût dans un coin du wagon pour les besoins. Et il fallait essayer de le vider, ce fût, pendant le transport.
Et inutile de vous dire qu'il en tombait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'il fallait le vider par les petites vasistas, les petites fenêtres qui étaient à chaque coin du wagon. Ça a été quelque chose d'effroyable. Ça durait combien de temps 3 jours et 3 nuits. 3 jours ou 4 jours, et voilà, à peu près. Donc les gens au bord de la folie, tassés les uns sur les autres, pas la place de s'allonger, on manquait d'air. Il fallait imposer une discipline pour pouvoir aller respirer, donc à ces petites ouvertures. Vous savez, lorsque j'ai témoigné au procès Papon, contre Papon, j'ai dit au président du tribunal, Monsieur le Président, j'avais présenté ma famille au départ et montré les photos, la famille que Papon, une famille heureuse, malgré la gêne que Papon avait détruite. Et je dis maintenant, si vous me laissez, si vous m'autorisez à continuer, je ne peux pas vous faire autrement que de vous parler de la mort, de la mort à chaque instant, à chaque seconde pendant 3 ans. Les trains de la mort, les camps de la mort et les marches de la mort. Donc ça a été un voyage extrêmement pénible. Et puis le train donc s'est arrêté. Les portes sont ouvertes violemment. Ils ont fait descendre avec des cris, des insultes et des coups les hommes qui leur paraissaient valides. Normalement, ils ne prenaient pas en dessous de 16 ans. Mais moi, je suis quand même descendu avec mon père et mon frère. La gare s'appelait Kossel. Et on a été dirigé donc non pas sur Auschwitz, mais sur un camp de travaux forcés, Zwangsarbeitslager, pour ceux qui connaissent l'allemand. Votre sœur a été séparée. Le train, donc, les portes se sont fermées. Le train a continué sur Auschwitz, qui se trouvait à quelques kilomètres, puisqu'on dépendait de la centrale d'Auschwitz. On n'a jamais plus eu de nouvelles de ma sœur. Et donc dans ce camp de travail, bon, vous aviez 15 ans, vous étiez quand même J'avais 15 ans, oui. Un gamin. Oui. Comment vous travailliez comme les autres Comme les autres, oui, comme les autres. On a travaillé essentiellement sur des chantiers, donc pour creuser des canalisations pour les tranchées pour les canalisations, des voies de chemin de fer, couler des ponts en béton, amener le ciment, décharger les wagons de rails de chemin de fer, de sacs de ciment, de charbon, de briques, de sable. C'était un travail extrêmement pénible, dans les pires conditions bien sûr, puisque la nourriture était pratiquement inexistante. Je crois que la durée de vie dans les camps de travaux forcés était prévue pour environ 6 mois. Donc la nourriture était calculée en conséquence. Si vous voulez, lorsqu'on rentrait le soir, on avait le droit à un petit morceau de pain qui devait faire à peu près 100 à 150 grammes, un carré de margarine et une assiette de soupe de légumes. Il y avait très peu de légumes. Des légumes, c'était surtout des rutabagas déshydratés qu'on trouvait dans la soupe. Et le matin, on avait un bol de jus noir qu'on appelait par habitude café, mais qui n'avait rien d'un café. La seule chose, c'est que ça nous faisait boire, bien sûr, mais qu'en même temps, l'hiver, c'était quelque chose de chaud. C'était quand même utile. Vous savez, je crois que tous les déportés qui sont passés par la Haute-Silésie, c'est la Pologne, bien sûr, on ne se souvient plus qu'il y ait eu un printemps, un été, un automne. On se souvient uniquement du froid. Climat continental, la température pouvait descendre à moins 10 ou moins 15 degrés dans la journée et davantage encore la nuit. C'était quelque chose d'effroyable. Et ça se passait comment quasiment? Il y avait l'appel d'abord le matin? Il y avait l'appel. Et l'appel, lorsque les sifflets retentissaient le matin pour se lever, on savait qu'une journée de cauchemar allait commencer. Mais il y avait aussi cette place d'appel qui était encore pire que la journée de travail. Parce qu'il fallait rester quelquefois 2 heures le matin, quand il est à 4 heures ou 5 heures du matin, en attendant sur la place d'appel au garde à vous, en attendant qu'on soit compté. Et lorsqu'on était compté, enfin, on pouvait s'asseoir ou se reposer un peu. Mais ce qui est le pire, c'est que quand l'appel était annoncé, il fallait se rendre sur la place d'appel, il fallait amener avec nous les camarades qui étaient morts au cours de la nuit. Et il fallait amener aussi les camarades qui ne pouvaient plus se lever. Il fallait les tenir debout au garde à vous, sauf bien sûr les camarades qui étaient décédés. Et lorsque l'appel est donc on était comptés, ils s'assoyaient à côté de nous et ils nous tenaient la main, ils nous tenaient le bas du pantalon et dans leur regard il y avait tellement de détresse, cette envie de vivre, mais en même temps cette détresse terrible. Et je crois qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe dans les yeux. Et ça, c'est un souvenir qui me restera définitivement.
ces yeux qui nous regardaient, et nous, on n'avait pas grand-chose à leur donner, sinon que des paroles d'encouragement, en leur tenant la main, en leur disant, tu sais, ça va aller mieux, peut-être tu vas être admis à l'infirmerie, ils vont te laisser regagner ta chambre. Et on savait bien que ce serait terminé. Ce serait terminé. Il y avait des sélections. Les sélections, oui aussi, quand on rentrait du travail ou la nuit. Mais vous savez, quand on laissait les camarades comme ça, mais c'était instinctif pour tous les déportés. Quand on rentrait du travail le soir, automatiquement nos yeux se portaient sur la cheminée. Et quand elle fumait, très souvent c'était le cas, on se disait, tiens, c'est peut-être lui qui s'en va là maintenant. C'est lui cette fumée. C'est un souvenir terrible. Vous étiez combien à être prisonnier dans ce camp? C'était très variable, parce qu'on était souvent dans des petits camps de travaux forcés. On était 700, 800, 1000 quelquefois, quelquefois moins. Et quand un chantier était terminé, on changeait de camp pour aller sur un autre chantier. Alors, jusque janvier 1945, où j'ai été dans un grand camp qui s'appelait Blechhammer Auschwitz III, où là, le camp faisait à peu près 4000 ou 4500 déportés. Autrement, c'était des petits camps de travaux forcés. Et le travail, c'était tous les jours, toute la semaine? Tous les jours, toute la semaine, sauf le dimanche. Quelquefois, le dimanche après-midi, on n'était pas de corvée, donc on pouvait se réunir et puis bavarder, et ça nous faisait énormément de bien. Parce que je dis souvent, survivre dans ces conditions, entre le climat, la nourriture, le travail éprouvant, vouloir survivre, c'est un acte de résistance incroyable. Il faut quand même rappeler que, en ce qui concerne tous les déportés pour persécution antisémite, sur 76 000 déportés, il en est rentré que 2500. Ça montre un peu ce qui s'est passé dans les camps, sans bien sûr aussi les convois qui allaient directement dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Ça a été quelque chose de terrible. Et vous étiez uniquement des déportés juifs dans ces camps, ou il y avait d'autres personnes? Dans les camps de travaux forcés de Haute-Silésie, on était uniquement des juifs. Et vous y êtes resté combien de temps? Écoutez, en gros, j'ai été arrêté vers le 20 juillet donc 1942, et je suis revenu à Paris le 1er mai 1945, le jour de mes 18 ans. Et vous êtes resté dans ce même camp pratiquement? Non. On a fait plusieurs camps de travaux forcés. Ensuite, si vous voulez, ça a été Blechhammer Auschwitz III, et puis les marches de la mort, donc j'ai terminé à Buchenwald. On va y revenir. Et votre frère et votre père étaient toujours avec vous à ce moment-là? Alors, mon frère et mon père, nous sommes restés ensemble à peu près 1 an. Et puis, nous étions dans un camp qui s'appelait Kochanowitz. Et un matin, nous étions rassemblés sur la place d'Appel. Et le chef de camp, le SS, le Hauptsturmführer, est rentré donc, dans le camp avec une liste à la main. Et il a annoncé tous les déportés dont je vais appeler les numéros se mettront sur le côté de la place d'Appel et ils seront envoyés dans un camp sanitaire et ils nous rejoindront par la suite. Or, nous, on savait bien qu'il n'y avait pas de camp sanitaire, que ceux qui ne pouvaient plus travailler étaient donc dirigés sur les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc, il a commencé à appeler les numéros. Vous savez, j'ai oublié de vous dire que nous avions le numéro tatoué sur le bras. Il commençait à appeler les numéros, et à un moment, il a appelé le numéro de mon père. Mon père était parti de France avec un estomac en très mauvais état. Déjà ici, c'était difficile à soigner, mais là-bas, il n'y avait rien. Donc, il était obligé souvent de demander à rester, pas aller au travail. Donc, ils l'ont appelé. Mais nous, on avait acquis une espèce de dureté, mais aussi cette dignité indispensable pour survivre, que lui comme nous, les larmes ravalées au plus profond de nous-mêmes, on s'est dit au revoir, à bientôt, on va te retrouver bientôt et on va te soigner. Et lui, il savait bien comme nous que c'était pas vrai, qu'on ne se reverrait plus. Et effectivement, on ne l'a plus jamais revu. Parce que vous saviez absolument tout ce qui se passait. Bien sûr. Il y avait de l'information qui circulait ou... On savait, oui, parce qu'il y avait quelquefois des déportés qui arrivaient directement d'Auschwitz, qui venaient nous renforcer, 200, 300 ou davantage. Donc on savait ce qui se passait à Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, on le savait. Et donc vous avez quitté ce camp à quel moment?
Je crois que nous sommes arrivés, donc, nous étions donc en septembre 42, on a fait plusieurs camps de travaux forcés, hein, 7 ou 8 je crois, et puis nous sommes arrivés, donc, comme je vous disais, à Auschwitz III, Bleschamer. Ça devait être début 44, début 1944. Là, c'était un camp qui était assez grand. On travaillait pour l'IG Farben Industries, cette grande entreprise de produits chimiques. On fabriquait de l'essence synthétique à partir du charbon. Puis d'autres produits, semble-t-il. Usine stratégique, donc d'ailleurs, je crois que cette entreprise a été condamnée comme entreprise criminelle de guerre par le tribunal de Nuremberg pour avoir aussi fabriqué le Zyklon B. Donc on a travaillé on était dans ce camp, dans les pires conditions. Il faut rappeler que dans tous ces camps de travaux forcés, donc les capots, comme le chef de camp, comme les autres, ils avaient le droit de vie ou de mort sur vous. Bien sûr, il y avait aussi des sélections, en pleine nuit, quelquefois. On était réveillés en pleine nuit pour des sélections, ou en pleine nuit également pour aller être désinfectés parce que nous étions remplis de poux. On couchait dans des conditions abominables sur des paillasses infectées. Et les capots, les chefs de camp, comment ils se comportaient vis-à-vis de vous? C'est-à-dire que les chefs de camp, c'était des brutes, bien entendu. Mais le pire, c'était les capots. Parce que souvent, ils étaient plus cruels et plus comment dirais-je, plus mauvais que les SS. Parce qu'il fallait qu'ils justifient donc les avantages dont ils bénéficiaient. Ils ne travaillaient pas. Ils pouvaient se servir la nourriture tant qu'ils voulaient. Ils dormaient donc dans un endroit à part et non pas dans les baraques comme nous. Ils avaient beaucoup d'avantages et donc il fallait qu'ils justifient ces avantages. Donc ils étaient très mauvais, sauf quelques-uns. Mais lorsqu'on est dans des conditions de survie aussi extrêmes comme ça, comment sont les relations entre les gens, entre les prisonniers, entre les déportés? Ben vous savez, je crois que quand on a lu le livre de Primo Levi, où il explique, dans son livre, Si c'est un homme, il explique un peu ce qui se passait, en particulier à Auschwitz, ou dans certains camps où l'homme devenait un loup pour l'homme, le plus fort arrachait la ration de pain du plus faible, qu'il fallait dormir avec ses chaussures sous la tête pour pas qu'on vous les vole. C'était terrible. Vous avez connu ça? Pas aussi fort que ça. On a vu des choses, des vols de rations de pain ou des choses. Mais comme c'était des petits camps, des camps de plusieurs centaines et non pas de milliers de déportés, ça n'a jamais été aussi loin que ça. Jamais. Mais vous pouviez avoir... Il y avait un peu de solidarité, vous pouviez avoir confiance. Oui, je crois que la solidarité, il y avait le facteur chance. On pouvait être affecté à un commando beaucoup plus difficile, beaucoup plus pénible qu'un autre. Il y avait cette amitié, cette solidarité. Je crois qu'on ne pouvait pas vivre sans ça. Je crois qu'on ne pouvait pas survivre sans cette amitié, cette solidarité. C'était des mots simplement, c'était simplement un geste, parce qu'on avait tellement peu de nourriture que c'était difficile d'aider quelqu'un qui était même plus faible. C'était très difficile. Pour vous, le fait d'avoir votre frère avec vous, c'était important, bien sûr. C'était important, bien sûr, c'était important. Mais aussi, lui comme moi d'ailleurs, je crois que d'un bout à l'autre, j'étais persuadé que je ne pouvais pas mourir là-bas, que je rentrerais. J'étais absolument persuadé. Qu'est-ce qui vous donnait cette conviction? Je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas, c'était comme ça, c'était cette volonté de survivre, il fallait que je rentre. Et je dis souvent, et ça peut paraître un peu, comment dirais-je, faible, c'est que dans la tête d'un garçon de 15 ans, il y avait cette crânerie quand même. Il fallait que je me surpasse. Et puis, je me disais qu'il faut que je tienne, parce que quand je vais rentrer et que je vais me retrouver au boulevard de Ménilmontant, c'était important pour moi, c'était un point de repère important, avec mes copains, mes copines, que je vais leur raconter par où je suis passé, ils vont dire, eh ben dis donc, hein, il est solide, il est costaud, ben, dis donc, il est rentré malgré tout ce qu'il a subi. Vous voyez, des petites choses comme ça, qui font qu'on réussit à conserver cette dignité, surtout. C'était très important. Et est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur de la guerre qui avait autour? Oui. Parce que, comme on travaillait sur les chantiers, on travaillait à côté d'ouvriers allemands qui dirigeaient le travail. Et on les entendait parler. Et comme moi, j'avais appris un peu le yiddish, donc le yiddish se rapproche de l'allemand. Et je comprenais
Au bout de quelques jours, je comprenais, je saisissais ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a appris la défaite, par exemple, des Allemands à Stalingrad, et puis on les entendait parler, voilà quoi. Et pour vous, par exemple, quelque chose comme Stalingrad, ça a été... Ah, c'était quelque chose d'énorme. Pour nous, on était persuadés que, je crois que Stalingrad, c'était en février, donc en février, là j'oublie la date, 43, pardon, excusez-moi, je nage là, en 43. Et pour nous, on s'est dit, ben, peut-être aux vacances, on sera rentré, ou au plus tard, pour Noël, on sera à la maison. On était persuadés. Malheureusement, ça a été plus long. Et donc vous avez finalement, le camp où vous étiez a été évacué. C'est-à-dire que le camp, bon, les Soviétiques ont bien repris leur territoire et puis sont avancés en Pologne. Et donc le front s'approchait. On entendait déjà au loin la canonnade. Et en janvier donc 1945, les SS ont décidé de nous évacuer. Alors je crois que c'est Himmler qui avait envoyé une note à tous les chefs de camp où il leur disait, voilà, il leur rendrait aucun déporté ne doit tomber vivant entre les mains des troupes ennemies, c'est-à-dire les troupes alliées pour nous. Et donc en janvier 45, début janvier 45, on nous a remis de la nourriture, c'est-à-dire un pain, un paquet de margarine, une boîte de viande. Ils ont vidé les magasins. Et nous sommes partis donc, sur la route en janvier 45, au plus fort de l'hiver. On ne savait pas. Le camp a été vidé complètement. Le camp a été vidé, semble-t-il. Hein. Et nous sommes partis. Donc, on ne savait pas pour combien de jours. Nous qui étions tellement affamés, on s'est dit, bon, on va manger et on va essayer d'en garder un peu parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Et nous avons marché comme ça, je crois, 12 jours, et nous n'avons reçu aucune autre nourriture. Dans des conditions, bien sûr, extrêmes. Le froid, on essayait de dormir dans les granges. C'était très difficile parce que c'était des plaintes en permanence. On ne pouvait pas dormir. On était serrés, et puis on avait froid. Et puis il fallait repartir le matin très tôt. Interdiction de s'arrêter. Tous les déportés qui prenaient quelques mètres de retard sur la colonne étaient immédiatement abattus et le corps jeté dans les fossés. On ne s'arrêtait que sur ordre des SS. Et souvent, beaucoup de déportés avaient les intestins et la vessie fragile. Ils n'arrivaient pas à se retenir en attendant donc l'arrêt de la colonne. Et ils mouillaient leurs pantalons. Et les pantalons qui étaient mouillés, eh ben, ils mouraient avec les jambes gelées. Donc Et même quand l'ordre de s'arrêter était donné, on s'asseyait sur le bord de la route. Mais on était tellement fatigués et le froid nous engourdissait qu'on était pris d'une irrésistible envie de dormir. Et il fallait se secouer mutuellement parce que si on s'endormait, on ne se réveillait pas. On mourrait gelé. Le froid, c'est ça. Et vous étiez gardé par un grand nombre de SS? Par des SS qui nous guidaient. Il n'y avait évidemment pas moyen d'évasion. On était tellement fatigués. Vous savez, dans nos vêtements rayés, numéro matricule tatoué sur le bras, on ne connaissait pas la langue. Nous étions quand même en Pologne, on ne connaissait pas la langue. On était amaigris, on n'avait pas de nourriture. La température très basse, il n'y avait pas moyen. On se traînait vraiment, nous étions des loques. Hein. Et je me souviens, on marchait déjà depuis plusieurs jours, et mon frère ne pouvait plus supporter ses chaussures. Il les avait mis autour de son cou, attachés par les lacets, et il marchait dans la neige, donc avec des chiffons autour des pieds. Donc c'était abominable. Et un jour, nous étions arrêtés, et un camarade, j'étais à quelques mètres de lui, il est venu me dire à l'oreille, tu sais, Maurice m'a dit qu'il ne voulait plus repartir. Alors je me suis approché de lui et je lui ai dit, Maurice, qu'est-ce qu'il arrive? Je savais bien. Et lui, il savait que la mort était là, avec lui, à ses côtés. Et il a eu cette phrase terrible, il m'a dit, Léon, laisse-moi, sinon on va mourir tous les deux. Et moi, je ne pouvais pas, c'était pas possible. Ou on mourait ensemble, ou on se sauvait ensemble. Mais lui insistait, va-t'en, va-t'en. Et j'ai parlé avec lui. Et puis j'ai réussi à le convaincre, je lui ai dit, tu sais, je vais t'aider, je vais te soutenir, on va continuer tous les deux. Et puis, papa, on ne le verra plus. Hélène, on ne la verra plus non plus. On sera les deux seuls à rentrer. Et on ne peut pas faire ça à maman, elle nous attend, il faut absolument qu'on rentre tous les deux. Alors ça lui a donné un peu de courage. Et puis on a continué, moi le soutenant comme je pouvais. Vous savez, j'étais pas gros, j'étais pas grand. Et on a continué comme ça.
vers le camp qui nous attendait, c'est-à-dire le camp, on l'a pris après, le camp de Grosse-Rosaine. On a continué cette marche. Je me souviens qu'un jour ou deux avant d'arriver au camp qui devait nous accueillir, donc le camp de Grosse-Rosaine, nous étions rassemblés sur la route très tôt le matin, prêts à partir. Et à ce moment-là, des paysans sont arrivés qui guidaient des charrettes, donc tirées par des chevaux. Et sur ces charrettes, il y avait des cuveaux remplis de pommes de terre cuites à l'eau. Alors, qui avait pris l'initiative? Est-ce que ce sont les paysans, lorsqu'ils nous ont vus arriver le soir dans un tel état qu'ils ont voulu, pris de pitié, ils ont voulu faire quelque chose? Ou est-ce que c'est les SS qui avaient donné l'ordre donc d'amener des pommes de terre cuites, de façon à nous faire essayer de continuer d'avoir plus loin? Enfin, ils ont déchargé les cuveaux, ils sont partis. Et les premiers rangs se sont précipités sur les cuveaux tellement nous avions faim. Et les SS, pris de court devant cette pagaille qui s'installait, ont commencé à tirer, à tirer, à tirer. La neige était rouge de sang, les pommes de terre étaient rouges de sang. On a retiré donc les déportés qui étaient morts, qui étaient tombés dans les cuveaux. Mais on était tellement affamés qu'on a quand même mangé les pommes de terre. Et puis nous sommes arrivés donc au camp de Grosse-Rosaine. Donc cette marche a duré, vous me dites, douzaine de jours. Nous sommes arrivés au camp de Grosse-Rosaine. Et là, on nous a compté, il manquait plus de 800 déportés. Donc sur les 12 jours, on a perdu plus de 800 déportés, abattus, morts d'épuisement. On nous a logés dans une baraque au fond du camp qui n'était même pas terminée. Il manquait des morceaux de toiture, les portes et les fenêtres n'avaient pas été posées. Et puis, il n'y avait aucun meuble, ni table, ni chaise, ni lit, rien du tout. Toute la journée, on devait piétiner en dehors de la baraque, du bloc. Et le soir, on avait le droit de rentrer après une assiette de soupe, qui était bien maigre. On avait une gamelle pour 7 ou 8. Il fallait se passer la gamelle à tour de rôle. Inutile de vous dire on léchait les gamelles pour qu'il reste rien. Et puis, on rentrait pour se coucher, pour se reposer. Et là, on était tellement nombreux qu'on dormait assis par terre les uns dans les autres. Et c'était terrible parce qu'on essayait de se reposer, mais comme dans beaucoup de cas, on ne pouvait pas. C'était des plaintes, on ne pouvait pas toucher le dos du camarade qui était devant ou les jambes du camarade qui était derrière parce qu'on n'avait plus que la peau sur les os. C'était douloureux comme tout. Et vous, dans quel état physique étiez-vous? J'étais comme tout le monde, hein, j'étais vraiment au bout de la résistance. Et puis, nous sommes restés plusieurs jours dans ce camp, 3-4 jours. On nous a remis un peu de nourriture et à nouveau, on nous a chargés dans des wagons, mais des wagons de marchandises ouverts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toiture, il n'y avait rien. Et dès que le train s'est mis en route, déjà qu'il faisait très froid, ça devait être fin janvier, le froid a été accentué par la vitesse, par le train qui prenait de la vitesse. Et pour survivre, ceux qui avaient encore la force de bouger, on se mettait dans un coin du wagon et on prenait les camarades qui étaient morts pour s'en faire un mur devant nous pour nous protéger du vent. On a voyagé comme ça plusieurs jours et plusieurs nuits. Et nous sommes arrivés donc en gare de la ville de Weimar. C'est une grande ville allemande qui était connue dans le monde entier parce qu'il y avait beaucoup d'artistes, de musiciens, de poètes, Goethe, enfin, etc., qui ont vécu dans cette ville. Et on n'a pas eu de chance parce qu'au moment où le convoi a pénétré dans la gare, l'alerte aérienne, les sirènes ont commencé à hurler, le train s'est arrêté en pleine gare et malheureusement pour nous, les avions alliés venaient bombarder la gare de Weimar. Donc ça a été quelque chose d'effroyable, des millions et des millions de bourdons au-dessus de nous, les éclats d'obus, de bombes, les cailloux, les pierres du ballast qui nous frappaient. Je me souviens toujours, on était dans ce wagon dans un coin et il y avait à côté de moi un déporté qui était de Strasbourg. On vivait avec lui depuis de nombreux mois. Il s'appelait Simon Picard. Il m'a dit, tu sais Léon, si on n'est pas mort aujourd'hui, on ne mourra jamais. Tellement ça a été violent. Et puis le train, lorsque l'alerte a été terminée, une locomotive est venue nous chercher et nous a poussés donc sur la voie qui menait au camp de Buchenwald. Là, quand nous sommes arrivés, le bruit était déjà, l'information était arrivée au camp, qu'un convoi arrivait qui venait d'être bombardé en gare de Weimar. Donc il y avait les commandos de déportés qui attendaient sur le quai, qui étaient chargés donc d'accueillir les convois qui arrivaient. Et quand ils ont ouvert les portes de ces wagons,
Ils ont été effrayés de voir notre maigreur et dans quel état nous étions, et puis aussi le nombre de morts qu'il y avait dans ce wagon. Et ces morts étaient là depuis plusieurs jours, et pour essayer de les sortir du wagon, il fallait les détacher à la pelle, avec une pelle, parce qu'ils étaient collés sur le fond, sur les parois du wagon et sur le sol du wagon. On est arrivé donc, on nous a pris nos vêtements parce qu'on grouillait de poux. Ça faisait 3 semaines au moins, on ne s'était pas débarbouillé, on n'avait pas changé de vêtements, c'était horrible. Vous savez, les poux de corps, ça n'a rien à voir avec les poux qu'on peut avoir dans la tête à l'école. C'est 2 ou 3 fois plus gros, ça vit sous la peau, ça vous dévore, et puis surtout, ça apporte le typhus, ça transmet le typhus, une maladie mortelle qui se propage très vite. Donc ils nous ont brûlé les vêtements, on a été rasés complètement, et puis plongés dans des cuves de grésil. Et ensuite, on nous a emmenés vers des baraques de quarantaine, donc pour nous isoler complètement. Et là, j'ai assisté à des scènes effroyables, parce que les camarades avaient les pieds gelés, et la gangrène s'était installée, les pieds étaient noirs comme du charbon, et dégageaient une odeur pestilentielle, c'était horrible. Et la chair pendait, alors ils s'arrachaient des gros morceaux de chair des jambes, ils s'enlevaient les orteils, ça a été quelque chose d'épouvantable. Épouvantable. Nous sommes restés à peu près 15 jours, 3 semaines en quarantaine. Et le chef de chambre qui nous attendait était un Parisien. Et comme mon frère et moi, nous étions les 2 plus jeunes du convoi, il parlait souvent avec nous. Et s'est trouvé qu'il connaissait bien le 20e arrondissement. Et on a parlé de choses qu'on connaissait, tel magasin, telle rue, telle personne. Il y avait un patronage qui s'appelait la Bellevilloise. Le dirigeant, c'était Étienne, sa femme, c'était Madeleine. Et on a parlé longuement, ça nous a fait du bien, comme ça. Et à un moment, il s'est approché de Maurice, de mon frère et moi-même. Il nous a dit, est-ce que vous acceptez de faire partie de la résistance? Et moi, qui étais qu'un adolescent, un numéro, d'un seul coup, je suis devenu un homme et un combattant. Et donc j'ai changé de bloc. Du bloc 49, je suis passé au bloc 45. Et je me suis retrouvé donc avec des gens engagés dans la résistance. Bien qu'on n'en sache rien, parce qu'on se connaissait uniquement par triangle, à 3. C'est-à-dire qu'au cas où un de nous tombait, et ça pouvait être rapidement beaucoup de cas comme ça, puisse pas parler de grand-chose. Il y a qu'à Bornval, les conditions de vie étaient un peu meilleures. Oui, meilleures que dans les autres camps, que dans les camps de travaux forcés de Haute-Silésie. Meilleures. Il est vrai que la direction du camp était assumée par des résistants, puisqu'ils avaient réussi, depuis 1900, le camp a été ouvert en 1937, je crois, à prendre la direction du camp, à travers de beaucoup de combats, bien sûr. Et donc, j'étais avec ces gens. Et en particulier, je partageais le même lit qu'un homme qui a été mon grand frère. Il avait 7 ans de plus que moi, qui est Guy Ducolonnet, qui est président d'honneur maintenant de l'association Buchenwald-Dora et Commando. Il a été député, je crois, d'Ivry et vice-président de l'Assemblée nationale. Ça a été mon grand frère. Et puis il y a eu l'insurrection du 11 avril 1945, puisque les troupes américaines donc approchaient du camp. On entendait déjà la canonnade. Et puis il y a eu l'insurrection. On a fait 125 prisonniers parmi les gardiens. On les a donc amenés à l'intérieur du camp. On les a mis dans une baraque gardée par des déportés en armes. Et quand le gros de la troupe américaine est arrivé, on leur a remis ces prisonniers pour qu'ils soient jugés par un tribunal militaire. Parce que justement, nous, on a su garder notre dignité. Et on estimait que tout homme, quoi qu'il ait fait, il avait le droit d'être jugé et défendu. Ça veut dire que c'est vous qui avez pris ce camp, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pendant 48 heures, nous sommes restés maîtres du camp. Les déportés en armes ont gardé le camp pour éviter le retour donc de bandes de SS qui étaient prêtes à faire n'importe quoi. Les SS étaient partis, c'est ça? Les SS étaient partis. On a fait 125 prisonniers. Les autres ont réussi à s'enfuir. Et le gros de l'armée américaine est arrivé 48 heures après. Et là, alors, comment vous étiez? Vous avez été malade pendant ces années? De grosses maladies. J'étais arrivé donc à l'extrémité de mes forces. Je crois que si l'internement avait duré encore 2-3 mois dans les conditions subies jusqu'alors, je ne serais pas rentré.
parce que vraiment j'arrivais au bout. Mais vous savez, je crois que c'est pour tout le monde pareil, il y a des situations qui sont difficiles, qui durent. Et à un moment donné, vous avez envie que ça change, qu'il arrive n'importe quoi, mais il fallait que ça change. On arrive au bout, on a envie que quelque chose change, et on est prêt à faire n'importe quoi pour ça. Et je crois que j'étais arrivé à ce moment-là. Et je crois que l'insurrection, ça a été quelque chose un petit peu, la délivrance, dans les deux sens du terme. D'une part, parce qu'on était libre, enfin, libre dans le camp, et puis d'autre part, parce que quelque chose avait changé. Et donc, quand les Américains sont arrivés, en fait, vous étiez maître du camp. Maître du camp. Et quand... c'est dommage, je n'ai pas amené le télégramme envoyé au grand quartier général de la part de la 4e armée du général Patton. C'est eux qui sont rentrés, qui sont venus. Le jour de l'insurrection, il y a juste une pointe de chars qui s'est présentée au camp et qui ont immédiatement, ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont venus voir ce qui se passait. Et puis, parce qu'ils ouvraient le chemin au gros de l'armée qui était derrière. Et quand donc le gros de l'armée est arrivé, ils ont envoyé immédiatement un télégramme à l'état-major en disant situation désespérée, envoi secours urgent, nécessaire, etc., etc. Et quand il a dit situation désespérée, pour moi c'est quelque chose de terrible parce que mon frère était dans un état désespéré. Les derniers jours, il n'en pouvait plus après cette marche de la mort. Donc il a été rapatrié en train sanitaire dès qu'on a pu former des convois. Et il a été donc hospitalisé directement à l'hôpital Tenon à Paris. Il avait les pieds très abîmés par le froid, il avait la dysenterie et il avait la tuberculose. Il était dans un tel état que lorsque des voisins, des amis venaient le voir à l'hôpital Tenon, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Et lui qui avait acquis cette volonté, qui avait conservé cette volonté de vivre, de survivre, il leur disait « Mais pourquoi vous pleurez ? Ne pleurez pas, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. » Et il a fait effectivement pendant 3 ans de sanatorium en préventorium, en maison de repos, et il s'en est tiré bien sûr avec un handicap. Il était asthmatique, il a beaucoup souffert pendant de longues années de l'asthme, mais il s'en est sorti. Et vous étiez finalement, vous aviez échappé aux maladies les plus Voilà, jusqu'à graves. maintenant, oui, c'était... et donc j'étais resté à Buchenwald. Vous pesiez combien? Je ne sais plus. Je ne sais pas, j'étais dans un état épouvantable, certainement une 30aine de kilos, 30-35 kilos maximum. Et mon frère, qui était plus grand que moi, il n'en pesait pas davantage. Il ne pouvait plus marcher seul, d'ailleurs, il fallait le porter. Et je crois qu'ensuite, il y a eu cette insurrection, mon frère est rentré, et le 19 avril 1945, il y a eu un grand rassemblement sur la place d'appel du camp, à la mémoire des 50 000 morts du camp. Et chaque responsable de nationalité a lu un message commun, bien sûr, dans chaque langue, où on remerciait les chefs d'État des pays alliés, et puis les soldats en uniforme et sans uniforme, qui allaient vaincre la bête nazie et qui avaient permis notre libération. Et ce message se terminait par un serment, en gros, si vous voulez, à quelques mots près, qu'on jurait de se battre contre la guerre pour la paix, pour la dignité et le bonheur des hommes. Et le dernier, donc on était sur la place d'appel, nous étions encore plus de 21 000, et les 21 000 ont prêté serment. Et le dernier qui a parlé, c'était un officier américain qui nous a dit « J'ai vu tellement de choses terribles sur les routes qui m'ont amené jusqu'à votre camp, et à l'intérieur du camp, parce qu'il y avait des centaines de cadavres qui gisaient dans les rues, le crématoire n'arrivait plus, que j'ai pris mon dictionnaire allemand et j'ai rayé le mot pitié. » Moi, je suis rentré donc quelques jours. Vous êtes resté en... Je suis resté encore à Buchenwald. Vous voyez, le 11 avril, je suis rentré à Paris le 1er mai 1945. Donc ensuite, j'ai été rapatrié. Le trajet a été long parce qu'il fallait toujours laisser passer les trains de troupes et de munitions. La guerre n'était pas terminée. Et on s'est arrêté donc dans une ville de l'Est, je crois que c'était à Yange, une ville minière. Là, on nous a hébergés dans un foyer de mineurs de charbon. On m'a remis un morceau de savon. Je n'avais pas vu de savon depuis juillet 1942. On nous a affecté un lit avec des draps. C'était quelque chose d'incroyable. Et puis le soir, on nous a servi un petit repas, tout simple. Et puis pour nous, c'était la fête, bien sûr. Mais moi, j'ai été l'estomac tellement fatigué, tellement abîmé,
qu'un quart d'heure après, j'ai vomi le repas. Je ne l'ai pas supporté. Et alors les déportés qui étaient autour de moi se moquaient un peu de moi parce que fatalement, il y avait les petites Alsaciennes ou Lorraine qui étaient là, qui s'empressaient, qui étaient désolées de me voir dans cet état. Vous savez, j'étais pas gros, hein. Et puis qui me proposaient une boisson chaude ou autre. Mais enfin, j'ai pas pu supporter. Et puis je suis arrivé à Paris, comme tous les déportés. Donc je suis arrivé, comme je vous disais, le 1er mai 1945 à la gare de l'Est, le jour de mes 18 ans. Et puis on nous a dirigés sur l'hôtel Lutetia, comme pour tous les déportés. Et puis j'attendais donc à l'hôtel Lutetia. Il était très tard le soir. Et deux messieurs sont approchés de moi et m'ont demandé « Mais et toi, d'où tu viens ?» J'ai expliqué. « Mais tu habites Paris ?» J'ai dit « Oui, j'habite Paris. » Ils m'ont dit « Mais écoute, si tu veux, on va te ramener chez toi. » Mais je leur ai dit « Mais messieurs, moi, je sais pas si j'ai quelqu'un. Ça fait 3 ans que je suis parti, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas. » Ils m'ont dit « Bon, on va t'amener. S'il y a personne chez toi, tu ne te retrouves pas, tu viendras chez nous, on va voir après ce qu'on fait. » Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré chez moi. Et j'ai eu la chance de retrouver ma mère et mes 2 petits frères. Qui s'étaient cachés. Donc, quand mon frère aîné s'est évadé, il a rejoint la région parisienne avec des complicités de voyageurs et de voyageuses qui l'ont fait passer pour leur fils. Je dois vous dire aussi que Papon, quand mon frère s'est évadé, il a tout de suite lancé un avis de recherche nationale contre mon frère. Tout de suite. Il a dirigé à la police française. Et le même avis traduit en allemand, au lieu de l'envoyer à la gendarmerie allemande qui nous avait arrêtés, il l'a envoyé directement à la Gestapo. Ça a été prouvé lors du procès. Si on a le temps, je vous expliquerai comment. Donc mon frère est arrivé, il a dit à ma mère, il faut s'enfuir parce que la police allemande va arriver. Ils se sont enfuis, ils se sont cachés là où ils ont pu. Et puis ensuite, ils ont pu survivre parce que ma mère a réussi à avoir des faux papiers. Donc, il s'appelait plus Ziegel, il s'appelait Kohler. Ma mère était de citoyenneté suisse pour justifier un peu l'accent qu'elle avait conservé de Pologne. Et mes 2 frères, bien sûr, ils s'appelaient Kohler. Ils n'étaient pas nés à Paris, ils étaient nés à Grenoble. Donc, on peut imaginer aussi là le traumatisme d'enfants qui ont 7 ou 8 ans ou 9 ans, quand on leur dit, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Ziegel, tu t'appelles Kohler. N'oublie pas, tu t'appelles Kohler, répéter ça le matin, le soir, le midi, en permanence. Autrement, ça pouvait être la catastrophe. Donc, je n'avais pas une nouvelle de ma mère. Et ça me fait penser à cette chose. Dans le dernier camp, là où j'étais à Auschwitz III, un soir, en rentrant après le travail, on nous a distribué à tous une petite carte avec écrit en allemand, où il fallait remplir quelques lignes, je suis en bonne santé, etc., et noter l'adresse des familles. Alors tout le monde s'est méfié, moi je n'ai pas donné l'adresse exacte, j'ai mis l'adresse d'amis qui habitaient dans notre quartier. Et puis la carte est partie, et donc il s'est passé des semaines, sans nouvelles, on avait oublié. Et un soir, le bruit court, du courrier est arrivé. Pensez bien qu'on attendait avec fébrilité ce courrier. On nous a servi la soupe et puis après les sacs sont arrivés, distribués à chaque chambre et le chef de chambre a commencé à appeler les noms et on s'est rendu compte que 2 mois après peut-être, on nous rendait la carte que nous avions écrite. Elle était renvoyée. Elle était tout simplement retournée, il ne l'avait jamais envoyée. Faux espoir. Et donc, dans votre maison, là où vous aviez quitté, vous avez retrouvé votre mère, votre frère. J'ai retrouvé ma mère et mes 2 petits frères, qui ont réussi à survivre dans les pires conditions, je crois. Et je crois qu'on peut rendre hommage à ces femmes qui ont réussi à traverser tout ça. Je pense à ma mère, mère de famille, 6 enfants, la vie difficile, bien sûr, mais toujours beaucoup de joie à la maison. Mon père était le seul à travailler. Et puis c'est l'arrestation de mon père, et puis nos arrestations, et puis survivre dans les conditions, réussir à avoir des cartes d'alimentation. Il fallait une identité pour avoir des cartes d'alimentation. Il fallait travailler pour acheter aussi. Ça a été quelque chose d'effroyable. Je crois qu'on peut on peut avoir une grande reconnaissance en ces femmes qui
ont subi des choses absolument abominables, sans compter celles qui étaient dans la résistance et qui ont fait partie de la résistance aussi. Je crois que c'est extraordinaire. Et votre grand frère qui s'était échappé, vous l'avez... On l'a retrouvé, oui. Vous l'avez retrouvé. On l'a retrouvé. La France a été libérée, donc disons en gros, août-septembre 44. Bon, les combats ont continué pour l'Alsace, la Lorraine, mais nous, on est rentrés seulement en 45. Et donc souvent les bruits des informations arrivaient en disant voilà ce qui se passait dans les camps de concentration, mais les gens ne pouvaient pas croire. Et c'était normal, parce que comment des gens normalement constitués peuvent penser qu'on en était arrivé là, des choses aussi monstrueuses. Et lorsque nous sommes rentrés, les gens nous interrogeaient. Ils me disaient oui, tu sais, Léon, alors ça, telle chose, c'est vrai. On leur disait oui, mais effectivement, puis on commençait à parler. Mais si c'est vrai, comment tu as fait pour survivre? On ne voulait pas nous croire. Ça pouvait être que normal. Mais on voulait pas croire que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les entretiens qu'on peut avoir. Oui, ils ne voulaient pas nous croire. Voilà, donc d'une certaine manière, la parole que vous aviez envie de dire, vous ne l'aviez... Elle était restée inutile en quelque sorte. Il a fallu attendre. Que de longues années d'ailleurs. Et je crois que les choses se sont déclenchées. Il y a eu un film américain qui est sorti qui s'appelait l'Holocauste. Bon, il valait ce qu'il valait. Bon, je ne l'ai pas aimé du tout. Mais enfin, il parlait. Il y a eu le procès Barbie, qui a aussi... donc, on en a parlé énormément. Et ça s'est revenu. Il y a eu le film La Shoah de Lanzmann, qui a été un très bon film. Et puis, il y a eu en 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps de concentration, la reconnaissance donc de la responsabilité de l'État français de l'époque. Et là, on a pu enfin parler. Et pour vous, ça n'a commencé vraiment qu'à ce moment-là? Qu'à ce moment-là. Parce qu'auparavant, non seulement c'était difficile, mais vous aviez l'impression de parler dans le vide, c'est ça? Absolument. Absolument. Et puis, pour beaucoup de déportés, ils ne comprenaient pas qu'ils n'avaient pas l'impression que c'était un travail, qu'il fallait un travail d'histoire, un travail de mémoire. C'était leur vie. Bon, maintenant, et puis il faut penser qu'il fallait travailler pour gagner sa vie aussi. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, lorsque je suis rentré, il a fallu quelques mois, au moins 6 mois de convalescence. J'ai été envoyé dans différents établissements réservés donc aux déportés pour leur convalescence. Et puis ensuite, il a bien fallu travailler. Donc, j'ai pas fait le travail que je souhaiterais. J'ai pas. Vous vouliez faire quoi? C'est-à-dire que lorsque je suis parti, je voulais rentrer dans une école spécialisée qui préparait aux écoles d'ingénieurs en mécanique fine de haute précision, qui demandait beaucoup de mathématiques, beaucoup tout dans ce genre d'activité, parce que il n'y avait pas d'ordinateur. Tout se calculait à la main, il n'y avait pas de calculette non plus. Donc j'aimais beaucoup les maths. Mais quand je me suis présenté, on m'a dit « Vous êtes trop jeune, faites un an de cours supérieurs et vous reviendrez ». Malheureusement, il a fallu aller travailler puisque mon père avait été arrêté entre-temps. Et donc, dès 46, je suppose, oui. vous êtes rentré dans le travail, quoi, directement. Dans le travail, mais en même temps, je suis revenu dans mon 20e arrondissement de Paris. J'ai retrouvé tous mes amis, j'ai retrouvé beaucoup de copains, et puis des amis qui étaient prêts à se battre aussi, pour pas que des choses comme ça se reproduisent. Et je crois que ça a été la chance de ma vie de tomber sur des gens admirables. J'ai tout de suite été un militant après mon travail, et je crois que c'est ce qui m'a formé. C'est ce qui m'a formé. Et je crois avoir été depuis 1946, depuis que j'ai repris mes activités normales, j'ai été fidèle donc au serment prononcé sur la place d'appel du camp de Buchenwald. Votre militantisme, il était de quel ordre? Politique, syndical? Il était politique et puis surtout politique. Hein. Surtout politique. C'est-à-dire que là, il y avait un grand mouvement de jeunes qui s'appelait l'UJRF, c'est-à-dire l'Union des jeunes pour la résistance, l'Union des jeunes républicains de France, excusez-moi. Et donc j'ai été militant, j'ai eu tout de suite de grosses responsabilités dans le 20e arrondissement. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un homme comme Henri Krasuki, qui était un des plus jeunes résistants déportés, et qui était revenu et qui était un militant incomparable. Et ce sont ces militants, c'est ce groupe d'amis, de camarades qui vous a permis d'entrer véritablement de reprendre la vie normale, en quelque sorte. Absolument, oui, absolument.
j'ai pas été pas replié sur moi-même, mais au contraire, j'ai vécu la vie d'un jeune normal, hein, tout à fait normal. Vous faisiez quoi comme travail? Qu'est-ce que vous avez... Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait énormément de chômage en 45, parce qu'on manquait de tout. Il n'y avait pas de matières premières. Les routes, beaucoup de routes étaient abîmées, des ponts détruits, des voies de chemin de fer, les trains circulaient au ralenti, on manquait de locomotives. Et donc c'était très difficile. Et il fallait que je travaille, parce que ma mère était seule avec les deux plus petits. Et donc on m'a proposé un travail dans la maroquinerie. Je suis rentré dans la maroquinerie, ça n'avait rien à voir avec la mécanique fine de haute précision. Mais il fallait que je trouve un travail. Bon, j'ai suivi les cours du soir et puis je suis monté quand même à un niveau assez haut, puisque j'ai été directeur de fabrication dans une grosse entreprise. Et ça vous donne le fait d'avoir vécu ces années, etc., ça vous a donné une force particulière dans la vie, je dirais, dans la vie quotidienne, dans la vie normale, dans la vie du travail, dans la vie militante. Absolument. Souvent, ma mère me disait, après, quand je suis rentré, qu'il y avait mes deux plus jeunes frères, et puis me disait, toi, t'es pas comme les autres. C'est une façon de vivre, je sais pas. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je crois que les déportés, quand on se retrouve entre nous, ou même avec d'autres personnes, on rit souvent. On n'est pas triste, on rit souvent. Alors je crois que c'est un besoin, en même temps, rire, c'est un besoin d'échange. Parce que je crois que quand on rit, comme quand on échange. Et pour moi, je ne sais pas comment sont les autres, mais je crois que j'en ai besoin énormément, parce que je crois que j'ai besoin de donner beaucoup d'amour et d'en recevoir beaucoup. J'ai besoin d'avoir des contacts en permanence avec les gens qui m'entourent. Et le fait d'avoir, parce que finalement vous êtes entré dans les camps à 15 ans, vous êtes sorti à 18, le fait d'avoir eu votre adolescence complètement supprimée en quelque sorte, est-ce que ça vous a donné aussi une envie après de faire la fête, de rattraper le temps perdu Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je crois que ma vie, elle a été riche du fait que j'ai fait beaucoup de choses pour un idéal. Alors, bon, ça ne veut pas dire que j'ai vécu comme un moine. Hein, on sortait, on était des groupes, nous étions des groupes, on sortait ensemble, filles et garçons, on partait camper, on était 40. On allait au cinéma, on sortait comme les autres, mais avec le côté militant. Et vous avez fondé une famille aussi. J'ai fondé une famille, oui. Vous êtes marié quand? Je me suis marié fin 49. Et puis deux garçons. Et puis maintenant, j'ai 2 petits-fils et 2 petites-filles. Voilà. J'ai vécu une vie tout à fait normale après. Hein. Parce que, je le dis souvent, vous savez, heureusement que la vie, elle est plus forte que la mort. On ne peut pas rester uniquement avec des souvenirs, il faut donc avancer. Et maintenant qu'on a la conscience, que depuis très longtemps, on a la conscience que ce qu'on a vécu, c'est un témoignage qu'il faut transmettre aux autres. Parce que d'une part, il y a les négationnistes qui nient tous ces problèmes, mais aussi montrer jusqu'à quel point l'antisémitisme, le racisme peut aller. Tous les racismes, pas seulement l'antisémitisme, mais tous les racismes peuvent amener à des choses terribles. On voit ce qui se passe dans le monde. Hein. Et donc il faut témoigner pour rappeler ces choses-là. Non pas pour se faire plaindre, mais pour montrer jusqu'où ça peut aller. Et votre témoignage, ça a pris quelle forme particulière? C'est-à-dire que je suis demandé dans les lycées, les collèges, et puis même les primaires, et puis d'autres organismes, comme je vous ai dit, et je crois que ça fait partie de ma vie, c'est une partie intégrante. Hein. Vous savez, quand il y a une telle écoute de la part des élèves, il y a une telle écoute attentive, respectueuse, que ça vous empêche de vieillir. Hein. Ça vous empêche de vieillir. Et c'est la démonstration que c'est utile ce qu'on fait. Vous savez, dernièrement, j'ai témoigné, j'avais 2 troisièmes sur le site du camp de Drancy, puisque j'habite la Seine-Saint-Denis, et donc on a le triste privilège d'avoir ce camp. Alors bon, il reste quelques souvenirs, bien sûr, le mausolée devant, enfin. Et je reçois des élèves. La dernière fois, j'ai reçu 2 élèves de 2 classes de 3e d'un lycée parisien. Il y avait donc une 50aine d'élèves. Quelques jours après, on m'a remis près de 40 lettres d'élèves. Donc il y a un retour
Ça veut dire que le message est passé, parce que dans leurs écrits, ils me disent on n'oubliera jamais et on transmettra à nos enfants, etc., etc. Ben, c'est positif. Et ces enfants qui n'ont connu que la paix, finalement, oui. ils arrivent à croire ce que vous leur dites? Ben, c'est-à-dire que si j'ai affaire à des troisièmes, ce sont les gosses de 14-15 ans. Donc, je dis toujours les gosses, hein, parce que je suis déjà un grand-père. Je leur dis, j'avais votre âge. Et je leur explique tellement une multitude de détails comment on vivait pour expliquer ce qui s'est passé, mais surtout pour qu'ils comprennent jusqu'où on peut aller et qu'à partir du moment où on sait comment on est arrivé là, on sait ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Il ne faut pas que ça se reproduise, voilà. Et je crois que c'est important. Merci.